Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première, J'ai besoin de repères. les clés. J'ai envie de comprendre. Arnaud Royson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés pour un épisode consacré à ce coup de tonnerre en France, la condamnation de Marine Le Pen dans l'affaire dite des assistants parlementaires européens qui lui vaut une peine de prison mais aussi 5 ans d'inéligibilité. Alors que reproche la justice à Marine Le Pen ? Pourquoi devrait-elle être empêchée de se présenter à la présidentielle même si elle fait appel ? Est-ce la fin de sa carrière politique ? C'est tout cela que l'on va explorer en revenant d'abord sur les faits. La première, les clés. Alors, structure à mort côté. Elle n'aura donc même pas attendu la fin du prononcé du jugement. En ce matin du lundi 31 mars, alors que l'audience est toujours en cours, Marine Le Pen sort de la salle et quitte le palais de justice avec un visage fermé. Elle évite les questions des journalistes présents en nombre. Madame Le Pen, pourquoi vous n'êtes pas restée jusqu'à... Madame Le Pen, Il faut dire que le jugement qui vient de tomber est particulièrement sévère pour la figure de proue du Rassemblement national français. Elle est condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes, qui pourront être purgées sous bracelet électronique, mais aussi à 5 ans d'inéligibilité qui s'applique dès maintenant et couvre donc la prochaine présidentielle française prévue en 2027. Pour comprendre pourquoi la justice a abouti à cette décision lourde de conséquences pour Marine Le Pen, il faut revenir sur la très longue enquête qui a précédé. C'est en janvier 2014 que l'OLAF, l'Office européen de lutte antifraude, reçoit un premier signalement anonyme sur une possible fraude qui concerne le FN, il s'appelait toujours comme ça à l'époque, avec des cas d'emploi fictif présumés de la part du parti d'extrême droite et de sa présidente de l'époque, Marine Le Pen. Une enquête préliminaire est alors ouverte. Elle va viser 2 tout proches de Marine Le Pen, sa chef de cabinet, Catherine Griset, et son garde du corps, Thierry Légier. Parce que tous 2 sont officiellement ses assistants parlementaires à Bruxelles, qu'ils sont payés par le Parlement européen. Mais voilà, ils ont surtout l'air d'exercer des fonctions pour le Front National en France et de ne pas se préoccuper vraiment de politique européenne. L'année suivante, Martin Schulz, le président du Parlement européen, décide de signaler les faits soupçonnés à la justice française. D'autant qu'entre-temps, le dossier s'est étoffé. Les enquêteurs ont remarqué qu'au moins 20 assistants parlementaires, employés donc du Parlement européen, figurent également dans l'organigramme du FN en France. C'est tout un système qui est progressivement mis au jour, qui fait payer par le Parlement européen des collaborateurs du parti. Prenons le cas de Catherine Griset, chef de cabinet, on le disait, de Marine Le Pen. Les enquêteurs découvrent qu'elle n'a passé en 2 ans que 12 heures au Parlement européen. Et ce n'est pas tout. En épluchant les documents administratifs, les enquêteurs ne trouvent aucune mission claire à signer à ces assistants parlementaires au sein du Parlement européen. Cas emblématique, Yann Le Pen, la sœur de Marine, est engagée comme assistante de l'eurodéputé Bruno Gollnisch, mais son vrai boulot, en réalité, c'est d'organiser les grandes manifestations du parti. Au final, entre 2004 et 2016, ce sont des dizaines d'emplois fictifs, des millions d'euros de fonds publics européens qui sont détournés au profit du FN devenu Rassemblement national.
Et finalement donc, cette condamnation lourde pour Marine Le Pen, ainsi que pour 23 autres prévenus, et le parti lui-même. Avec en plus, pour celle qui devait être candidate à la présidentielle de 2027, une inéligibilité qui s'applique dès maintenant. Alors, au JT de TF1, Marine Le Pen se présentait au soir de cette condamnation en victime. La magistrate a assumé très clairement de mettre en œuvre l'exécution provisoire de l'inéligibilité, c'est-à-dire en réalité de rendre mon appel inutile sur ce sujet pour m'empêcher de me présenter et d'être élue, dit-elle, à l'élection présidentielle. C'est donc une décision politique qui était en train d'être rendue et je crois que l'état de droit a été totalement violé par la décision qui a été rendue. Et ce qui est piquant, évidemment, c'est de remettre cette interview en face de ce que disait la même Marine Le Pen en 2017 sur la chaîne Public Sénat. On ne tire jamais les leçons. Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat? Elle plaidait donc pour une inéligibilité à vie. Elle a ici écopé de 5 ans. Et avec nous, à présent, pour commenter cela, il y a tout d'abord notre correspondante à Paris, Adeline Percept. Bonjour. Bonjour. Alors, on va revenir d'abord sur le fond de l'affaire, ce qu'on vient d'évoquer là. Ce que la justice a mis au jour, en réalité, c'est tout un système. Ce n'est pas quelques euros ou 1 ou 2 emplois fictifs. Au fond, est-ce qu'on peut dire que le Front National, devenu Rassemblement National, se finançait, alors qu'il était en plus en difficulté financière, se finançait largement grâce à l'argent du Parlement européen? Alors oui, et ça, la magistrate l'a très très bien rappelé dans ses justifications hier. Elle a expliqué que c'était bien un système, alors certes, pas un système d'enrichissement personnel, mais un système d'enrichissement du parti. Un système qui a été mis en place par Jean-Marie Le Pen à l'époque, en 2004, et puis en 2008, on voit que le parti commence à avoir des difficultés économiques, et ce système a été perpétué et elle a dit même optimisé par Marine Le Pen. Donc un système avec des montants très importants, 4,4 millions d'euros. Pour Marine Le Pen, en ce qui concerne sa condamnation, les chiffres sont très importants. Détournement de fonds publics à hauteur de 474 000 euros et complicité de détournement public en tant que présidente du parti. Donc il s'agit bien d'un système aussi qui est décrit dans cette situation, à hauteur de 1,8 million d'euros. Donc les chiffres sont importants, le nombre d'emplois concernés est important, puisqu'à un moment donné, les enquêteurs, on l'a évoqué, ont repéré qu'il y avait des dizaines d'assistants parlementaires qui se retrouvaient aussi dans l'organigramme du Front National et qui, visiblement, ne travaillaient pas pour le Parlement européen, mais travaillaient directement pour le parti. Ce qui interroge, alors, là, maintenant, et ce qui fait surtout l'objet du débat ces dernières heures en France, Adeline Percept, c'est l'enjeu de cette inéligibilité qui va s'appliquer dès maintenant, sans attendre un appel que Marine Le Pen a prévu d'introduire. Comment est-ce qu'on peut expliquer les raisons qui ont fait que la juge a considéré que ça devait s'exécuter directement et pas attendre qu'on soit au bout de l'histoire judiciaire? Alors c'est important de rappeler que c'est un collège de magistrats, parce qu'on entend beaucoup le Rassemblement National et d'autres partis politiques dire que c'est une décision politique, une juge rouge, etc. Il faut faire attention, c'était un collège et effectivement les magistrats ont
vraiment détailler et justifier cette décision d'exécution provisoire, c'est-à-dire exécution immédiate de l'inéligibilité, avec 2 arguments. Le premier, le risque de récidive, parce qu'en fait, Marine Le Pen, comme tous les accusés et les prévenus dans ce procès, tous les eurodéputés en tout cas, sont toujours à des postes élus. Donc, risque de récidive, de détournement de fonds publics. Et deuxième risque de voir une personne, en l'occurrence Marine Le Pen, échapper à la justice en devenant justement présidente de la République. Voilà comment la présidente du tribunal a présenté ses justifications. Donc, il y a vraiment l'idée que la peine soit exécutée et que si on ne mettait pas ça en place tout de suite, le fait qu'on puisse encore avoir un appel, d'autres manœuvres judiciaires qui puissent retarder, faisait qu'on allait être au-delà peut-être de la prochaine présidentielle, voire de la suivante. Et la crainte de la justice, c'était que ça ne s'applique pas au final. Effectivement, et il faut quand même rappeler que la loi qui est critiquée aujourd'hui par le Rassemblement national a été modifiée ces dernières années parce qu'il y avait une demande de la part des Français de plus de transparence, de plus de probité en politique. Donc, ce qui est finalement décidé par ce tribunal est la conséquence directe des changements législatifs qu'il y a eu ces dernières années. Et l'exécution provisoire est un instrument qui est au service de la justice et qui a déjà été utilisé, notamment pour des élus locaux. Alors avec nous aussi pour cette émission, il y a Erwan Lecoeur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue et politologue, spécialiste de l'extrême droite. Vous faites de la recherche d'ailleurs à l'université Grenoble-Alpes où vous enseignez également. Votre avis, vous d'abord, sur cette décision de justice. Est-ce qu'au vu du dossier, on a une condamnation à la fois logique, mais aussi est-ce que c'est logique d'après vous qu'on ait décidé d'appliquer cette inéligibilité là, dès maintenant ? Alors moi je vais être un bon citoyen et contrairement à beaucoup de mes compatriotes et notamment de dirigeants politiques ces derniers jours et ces dernières heures, je ne vais pas commenter une décision de justice parce que ça ne se fait pas. Normalement ça ne se fait jamais et traditionnellement ça ne se faisait même pas en France. Je relève donc que la France a beaucoup évolué puisque beaucoup de gens se permettent de commenter une décision de justice et de s'instituer eux-mêmes mini-magistrats de piliers de comptoir comme ils l'avaient fait au moment du Covid ou autre. Moi je suis sociologue, je suis pas juriste et donc je m'en remets à la justice de mon pays en laquelle j'ai énormément confiance et je considère donc que la peine qui a été prononcée est la bonne. Ça c'est un point de départ et je dirais que ça devrait normalement être un point de départ avant que M. Berlusconi ou M. Trump nous mettent des bâtons dans les roues de ce point de vue-là et des choses étranges dans la tête. C'était normalement, traditionnellement, en France aussi, et en Belgique également, et dans d'autres pays européens, c'était un principe de base de la démocratie, c'est qu'on ne commente pas une décision de justice, surtout quand elle a des conséquences comme celle-là. Ça, c'est le premier point. Vous me permettrez de ne pas commenter, mais quand même de dire que sur un plan politique, moi, ce qui m'étonne plus que fortement, c'est à la façon dont les médias et dont l'ensemble quasiment de la classe politique française, et en tout cas une bonne partie d'entre elles, se dit surprise par cette décision. Alors que, vous l'avez rappelé, et vous l'avez rappelé à bon escient, les charges extrêmement lourdes qui pèsent depuis 2004 sur le parti, à savoir d'abord sur Jean-Marie Le Pen et ensuite sur Marine Le Pen. Les charges sont extrêmement lourdes, le système est démontré par l'enquête. L'enquête a duré plus de 10 ans, c'était pas une petite enquête sur un coin de table. Le Front National et Marine Le Pen ont repoussé pendant des années le fait d'être jugés. C'est-à-dire que ça fait depuis 2017 normalement, elle aurait dû passer en procès. Elle a échappé au procès pour se présenter en 2022 à la présidentielle. Cette fois, elle ne pouvait plus échapper complètement au procès. Et tout le monde semble s'étonner du fait que la justice passe et qu'elle applique tout simplement le droit. Il y a beaucoup de constitutionnalistes et de juristes qui disaient hier sur tous les plateaux à qui voulait l'entendre que ce n'était que l'application stricte du droit. Donc, d'une certaine façon, il n'y a pas à commenter, il y a juste à dire, voilà, la justice s'est passée, tardivement certes, mais elle est passée. Et elle est passée, donc c'est juste. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense que on a quand même un gros problème dans ce pays qu'est la France. C'est que moi, je crains un Trumpisme lepénien, ou le péniste avec Marine Le Pen. Ce parti et Marine Le Pen et Jordan Bardella et tous les autres
mais aussi au-delà du parti Rassemblement National, ex-Front National, il y a une forme de trumpisation de la vie politique qui est évidente, qui est claire. Et là, je pense que malheureusement, Marine Le Pen s'est engagée dans un registre extrêmement dangereux pour la démocratie française, pour le coup. D'abord, elle est condamnée, et à bon droit, elle est condamnée parce qu'elle a fauté, il faut le rappeler. C'est elle qui a mis la démocratie en danger, c'est pas qui que ce soit, et c'est sûrement pas une juge. Et deuxième chose en plus, elle retourne l'argument en disant qu'en gros, la juge met à mal la démocratie, et on entend ça sur tous les plateaux de télévision depuis hier matin. Donc il y a un vrai problème là, et ce n'est pas tout à fait un hasard si les premiers à avoir réagi pour soutenir Marine Le Pen, avant même le délibéré, avant même qu'on connaisse la décision, c'était le Kremlin, par la voix de son porte-parole. Ça a été quand même très étrange, le Kremlin qui est venu expliquer que la France faisait un déni de démocratie. Juste derrière, on a eu monsieur Viktor Orban, donc le Premier ministre hongrois, et ensuite on a eu monsieur Musk, puis monsieur Trump, qui a très clairement fait un parallèle entre sa situation aux États-Unis. Je rappelle qu'il avait 25 chefs d'inculpation et qu'il n'a pas été jugé avant d'être président des États-Unis, donc il n'en répondra jamais. Et donc le parallèle est assez saisissant, et je pense en effet que ce à quoi on peut s'attendre aujourd'hui en France, avec la manière dont et Marine Le Pen et son entourage, et monsieur Bardella en particulier, ont réagi, c'est une forme de trumpisation de la vie politique française. Alors, justement, je propose que l'on se penche maintenant sur les réactions que ce jugement a suscitées. Vous avez évoqué, Erwan Lecoeur, les réactions au niveau international, mais on va se pencher maintenant sur les réactions françaises, et on va le faire tout de suite en compagnie de Sarah Pousset. Au sein du Rassemblement national, Jordan Bardella dénonce une exécution de la démocratie française. Il a appelé à une mobilisation populaire et lancé une pétition contre, je cite, « la dictature des juges ». L'allié du RN, Éric Ciotti, évoque lui une cabale judiciaire indigne et pointe un système qui écarte les candidats trop à droite en mesure de gagner, rappelant ainsi le sort similaire de François Fillon. La surprise, c'est plutôt que ce jugement soit aussi questionné par d'autres partis politiques. La France insoumise, par exemple, dénonce l'intervention de la justice. Jean-Luc Mélenchon a fait savoir que c'est au peuple que revient la décision de destituer un élu. Un discours bizarrement très en phase avec la réaction du vice-président du RN à l'Assemblée nationale, Laurent Jacobelli. L'élection, c'est une personne, une rencontre entre un candidat et le peuple. Et clairement, les juges ont voulu que ce ne soit pas Marine Le Pen. Ils ont voulu les priver de leur candidate naturelle et peut-être d'une prochaine élection présidentielle. C'est très grave. Seuls les écologistes se sont clairement réjouis de cette condamnation. La présidente du parti, Marine Tondelier, rappelle que nul n'est au-dessus des lois. C'était le RN exemplaire surtout et les autres étaient nuls. Et elle a toujours dit on est le seul parti à ne pas avoir de condamnés, on est le seul parti à ne pas détourner d'argent public. Quand on donne des leçons d'exemplarité à tout le monde, on doit commencer par se l'appliquer à soi-même. Dans la presse, les réactions sont contrastées. Notons l'édito interpellant du Figaro ce matin qui critique ouvertement ce jugement. Pour le quotidien conservateur, la justice tombe toujours du même côté et dépossède les électeurs de leur premier pouvoir, le vote. Alors, Adeline Percept, quand on entend ces réactions, on a l'impression que ça donne du grain à moudre à Marine Le Pen elle-même, à certains égards, puisqu'elle n'est pas la seule à considérer que c'est un problème d'avoir cette inéligibilité là maintenant en attendant l'appel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on apporte de l'eau au moulin de Marine Le Pen en France pour accréditer l'idée d'un déni de démocratie ? Effectivement, je souscris à 100% à ce qu'a dit Erwan Lecoeur sur la trumpisation de la vie politique. C'est un immense danger. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a d'autres partis politiques qui sont concernés par ce même type d'affaires, qui, pour financer leur parti, ont largement pioché dans les caisses du Parlement européen. Alors, François Bayrou est pour l'instant relaxé après le procès du Modem parce que il y a beaucoup moins de preuves dans le dossier. Le dossier n'est pas le même. Mais LFI, Jean-Luc Mélenchon,
Mélenchon va être bientôt dans l'œil du cyclone sur le même type d'affaires. Donc, si vous voulez, vous avez différents partis politiques français qui vont être sérieusement ennuyés par la justice sur ces affaires-là et qui sont en train de réagir en disant « Oh, c'est vraiment dommage, pauvre Madame Le Pen, déni de démocratie ». Mais ils sont hors sol. Je veux dire, là, on a une classe politique qui est en train de perdre la boussole de ce qu'est la démocratie, de ce qu'est la justice. Et M. Lecœur a très bien rappelé que ça fait des années que le RN et que Marine Le Pen auraient déjà dû être sur le banc des accusés. Donc là, il y a une boussole à ne pas perdre et finalement, les hommes politiques et les femmes politiques qui ne la perdent pas sont assez rares depuis hier. Et également, et je pense que c'est de notre rôle, le rôle des journalistes, de rappeler, de revenir aux faits, de revenir au dossier qui est conséquent, où il y a des éléments de preuve qui sont accablants, et il faut revenir au factuel pour expliquer cette histoire de détournement de fonds publics qui est colossale pour les contribuables européens. Alors la question évidemment qu'on a envie de poser après avoir entendu tout ce que vous venez d'évoquer là, c'est ce que ça augure pour la suite de la carrière politique de Marine Le Pen et plus largement pour la France. Erwan Lecœur, en tant que politologue, comment est-ce que vous analysez la situation avec à la fois une Marine Le Pen qui risque bien d'être empêchée de se présenter à la présidentielle, sauf s'il devait y avoir un appel accéléré, mais a priori on ne va pas vers cela pour le moment, et en même temps sa posture dès ce lundi soir de se présenter en martyr, presque en défendresse de l'état de droit, de la démocratie, soutenue en cela, on vient de l'entendre, par d'autres partis. Finalement, qu'est-ce que ça augure pour le Rassemblement national, à la fois cette condamnation et en même temps cette posture de martyr qu'elle a déjà prise ? Je dirais que la première chose que ça augure dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent, c'est le fait que la stratégie dite de la cravate est terminée. Marine Le Pen avait, depuis quelques années, demandé à ses troupes de se normaliser, de s'institutionnaliser, notamment à l'Assemblée nationale, où les députés avaient le doigt sur la couture du pantalon, devaient porter cravate et devaient parler correctement pour ne pas être assimilés à la France insoumise, donc Mélenchon et ses troupes, qui eux étaient beaucoup plus braillards, beaucoup plus dans l'invective et permanente. Marine Le Pen avait donc demandé qu'on normalise encore plus, pour qu'elle se présidentialise, bien sûr, le Rassemblement national. Ça, je crois que c'est terminé. Et là, désormais, il y a un tournant qui va être opéré et Marine Le Pen et ses troupes vont redevenir des facteurs de chaos politique, des facteurs de chaos démocratique dans les jours et dans les semaines qui viennent. Ça, c'est le premier élément, à mon avis, auquel il faut s'attendre. Et Jordan Bardella ne sera pas le dernier, puisque c'est lui, en gros, qui pourrait bénéficier de tout cela si jamais il devait être le plan B, comme on le dit désormais en France, de plus en plus ouvertement. Ce qui pose aussi un problème à Marine Le Pen et ce qui explique également son attitude sur le plateau de TF1 le soir même. Elle a clairement fait savoir que la question de Bardella ne se posait pas. Pour l'instant, elle ne se posait pas. Qu'elle pensait toujours qu'elle allait être candidate à la présidentielle, qu'elle allait trouver le trou de souris pour pouvoir passer, qu'elle allait régler ce problème démocratique majeur. Voilà. Elle a un problème, Marine Le Pen, en réalité. Et c'est là que tout va se jouer aussi dans les prochaines semaines et les prochains mois. Car je rappelle à vos auditeurs que tout ça s'est déjà produit dans l'histoire du Front National. Jean-Marie Le Pen avait été empêché de se présenter aux européennes de 1999. Pourquoi il avait été empêché ? Parce qu'il avait eu un procès qui l'avait rendu inéligible, et à l'époque tout le monde trouvait ça tout à fait normal. Il avait été inéligible en 98, pour les élections de 99. Et à ce moment-là, il y a un certain Bruno Maigret, qui était le numéro 2 du parti, qui avait expliqué que quand le chef est empêché, alors c'est son numéro 2 qui se présente à sa place. Et ça avait entraîné ce que peut-être certains se souviennent, c'est-à-dire la scission du Front National de l'époque entre Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret. Eh bien, à mon avis, ce qui est en train de se jouer en arrière-cuisine, derrière tout cela, c'est que les troupes de Jordan Bardella et Jordan Bardella lui-même se préparent à prendre la place pour la présidentielle et qu'il y a une tension interne extrêmement forte et que pour Marine Le Pen, la problématique, c'est comment éviter une nouvelle scission ou en tout cas des bisbilles, voire des bagarres internes extrêmement fortes entre les troupes de Marine Le Pen et les troupes de Jordan Bardella. C'est une autre problématique pour le Front National. Et puis enfin,
enfin, il y a une troisième problématique, c'est que beaucoup de gens à droite, on peut penser à monsieur Retailleau, Wauquiez et quelques autres, sont en train de regarder tout cela en se frottant les mains et en se disant que tout ça pourrait bien faire leurs affaires pour la prochaine présidentielle. Bon, mais donc on retiendra là dans l'immédiat pour le Rassemblement national lui-même que c'est sans doute un coup d'arrêt à la stratégie de normalisation, hein, c'est ce que vous nous dites, Erwan Lecoeur, et par ailleurs peut-être le début d'une sorte de guerre interne potentielle pour savoir qui de Jordan Bardella ou d'une Marine Le Pen, mais a priori inéligible, devrait représenter le parti à la prochaine présidentielle. Plus largement, Adeline Percept, comment est-ce que vous voyez les conséquences de ce que certains présentent comme un séisme politique pour la vie politique française? Est-ce que ça redistribue effectivement les cartes pour la prochaine présidentielle, au-delà de la seule question du Rassemblement national? La présidentielle française, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la rencontre, c'est comme ça que la vie politique française s'est construite, notamment depuis la Ve République, c'est la rencontre d'une personne avec le peuple. Vous voyez, il y a quelque chose de très personnalisé dans la présidentielle française. Donc forcément, si vous enlevez une candidate qui est présentée plus ou moins comme l'une des favorites, si vous voulez, ça va changer, ça va redistribuer toutes les cartes. À droite, c'est évident que tout le monde se frotte les mains chez les Républicains, notamment Bruno Retailleau qui est sur une ligne quand même très droitière dans son parti. À gauche, eh bien, Jean-Luc Mélenchon, il percevait quand même la présidentielle de 2027, il percevait ça comme un match entre lui et Marine Le Pen. Donc ça redistribue les cartes finalement pour lui aussi. Donc c'est un séisme qui va avoir des répercussions un petit peu partout dans la vie politique, aussi au Parti socialiste où on va se dire si Retailleau, si LR la joue très à droite, on va peut-être gagner du terrain sur l'ancien électorat de Macron. Enfin vous voyez, ça va avoir des répercussions absolument partout, effectivement, dans tous les partis. Et pour l'avenir alors de l'extrême droite française, Erwan Lecoeur, est-ce que si demain c'est un Jordan Bardella qui reprend la main au sein du parti, se présente à la prochaine présidentielle, est-ce que ça veut dire aussi une ligne politique différente pour l'extrême droite française que celle qu'a incarnée Marine Le Pen ces 15 dernières années avec cette stratégie de normalisation ? Oui, on le dit trop peu, mais c'est vrai que l'extrême droite est une galaxie dans laquelle il y a au moins 15 tendances très différentes, des catholiques traditionalistes, des néo-païens, des monarchistes, des anciens Waffen-SS, tout un tas de gens qui sont d'obédience et donc avec des idées différentes. Entre Jordan Bardella et Marine Le Pen, il y a des différences. Jordan Bardella est beaucoup plus droitier finalement que Marine Le Pen. Ça aussi, les marinistes n'aiment pas Jordan Bardella pour ces raisons-là. Et les bardellistes trouvent que Marine Le Pen, eh bien d'abord, elle a un nom qui pose problème, celui de son père d'une part, et puis qu'elle est trop populaire, trop populiste, parfois, disent-ils, un peu trop à gauche. Donc il y a des différences, bien entendu, de style, mais aussi de type de politique. D'ailleurs, Jordan Bardella régulièrement fait des erreurs. Il dit des choses que Marine Le Pen lui reproche le lendemain, et il doit se dédire immédiatement. Donc oui, il y a une ligne plus à droite pour Jordan Bardella. Il y a aussi pour Jordan Bardella une capacité plus grande éventuellement à rassembler des gens issus de la droite et de l'extrême droite, notamment des proches de Zemmour. Il est assez proche de la compagne actuelle de monsieur Zemmour, Sarah Knafo. Il est assez proche, il s'est rapproché aussi de Marion Maréchal Le Pen. Donc il a, en termes générationnels même, il a une vision, je dirais, beaucoup plus identitaire finalement que celle de Marine Le Pen. Ce serait une différence non négligeable et il a une capacité plus grande sans doute à rassembler les droites à l'extrême droite. Par contre, il a une beaucoup moins grande capacité à séduire toute une partie de l'électorat qu'on va appeler plus populaire et populiste, l'électorat du nord de la France notamment, où Marine Le Pen est très appréciée. Donc il y a des différences. Et puis, enfin, dernière différence, Jordan Bardella a dit son admiration claire, nette et précise pour Donald Trump et pour Elon Musk, ce que Marine Le Pen n'a jamais fait. Il y a quand même là aussi une différence. Marine Le Pen sait très bien que Elon Musk et Donald Trump ne sont pas appréciés en France, que moins de 30% des Français considèrent que ce sont des gens fréquentables. Jordan Bardella, lui, il est dans, je dirais, une conquête culturelle et économique et politique qui ressemble beaucoup à une forme de sous-trumpisme d'une certaine façon. Et donc ça changerait également les choses de ce point de vue-là. Bon,
Eh bien, on rappellera quand même que la présidentielle française, c'est encore dans 2 ans, mais on sait à quel point toute la vie politique française est tournée vers cette échéance, raison pour laquelle, évidemment, on ne peut pas ne pas lire ce qui vient de se passer là, avec la perspective, évidemment, de cette élection présidentielle. Et on retiendra aussi votre analyse en particulier, Erwan Lecoeur, sur cette trumpisation de la vie politique française. Et là aussi, on peut se dire qu'en 2 ans, il peut encore s'en passer des choses dans l'évolution, y compris de la configuration de l'espace public. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir été avec nous pour commenter donc cette condamnation de Marine Le Pen. Merci d'avoir été avec nous dans les clés. À la réalisation sonore de cette émission, Laurent Nélissen. À la préparation, Sarah Pousset. Et puis je vous rappelle que si vous souhaitez réécouter les autres numéros des clés, ils sont tous disponibles sur Ovio ainsi que sur toutes vos plateformes de téléchargement.